Le jour où j'ai découvert qu'on m'avait effacé de ma propre famille fut aussi le jour où j'ai repris le contrôle de mon destin. Je vous en prie, abonnez-vous. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces récits qui touchent au cœur de nos expériences humaines les plus profondes. Permettez-moi de revenir 3 mois en arrière, quand tout a commencé par un appel téléphonique qui semblait si innocent. J'étais dans ma cuisine parisienne, mes mains expertes pétrissant la pâte pour mes croissants du dimanche, une tradition que j'ai maintenue même après mes 68 ans, quand mon téléphone a sonné. L'écran affichait Thomas, mon fils unique, celui pour qui j'avais tout sacrifié après la mort de son père. Maman, j'ai une merveilleuse nouvelle. Sa voix portait cette excitation forcée que je connaissais si bien. Isabelle fête ses 40 ans le mois prochain et nous organisons quelque chose de spécial à Rome. Tu dois absolument venir. Rome. La ville où Pierre et moi avions passé notre lune de miel il y a 43 ans. Mes doigts se sont crispés sur le combiné, la farine collant à ma paume moite. Bien sûr, mon chéri. Dis-moi tout. C'est Isabelle qui s'occupe de l'organisation. Elle a des idées grandioses, tu sais comme elle est. Il y avait quelque chose dans sa voix, une hésitation que je n'arrivais pas à identifier. Elle te contactera avec tous les détails. 3 semaines ont passé. Aucun appel d'Isabelle. Aucun mail. Aucun message. Juste le silence, lourd et significatif, qui s'installait comme une brume froide dans mon appartement du 16e arrondissement. J'ai organisé des galas pour ministres, des mariages pour héritiers, des lancements de produits pour des marques internationales pendant plus de 30 ans. Mon carnet d'adresses était une bible dans le milieu événementiel parisien. On ne m'oubliait pas. On ne m'ignorait pas. Jamais. Mais là, assise dans mon salon au tissu Hermès que Pierre avait choisi, regardant les photos de notre vie ensemble sur la cheminée, je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies, l'invisibilité. Le vendredi précédant le départ, Thomas m'a enfin rappelé. « Maman, tu as ton billet d'avion. » « Quel billet, Thomas ? » Isabelle ne m'a jamais envoyé les détails. Un silence. Puis, « Oh, je pensais qu'elle l'avait fait. » « Ne t'inquiète pas, prends ce que tu veux, nous nous occuperons des détails sur place. » Ce « nous nous occuperons des détails » résonnait encore dans mes oreilles quand j'ai atterri à Fiumicino le dimanche après-midi. Rome m'accueillait avec sa chaleur dorée, ses parfums de basilic et d'histoire ancienne. J'avais réservé une chambre au grand hôtel de la Minerve, pas par ostentation, mais par habitude. Quand on organise des événements de prestige, on comprend l'importance des détails, même les plus petits. Dans ma chambre avec vue sur le Panthéon, j'ai défait ma valise Louis Vuitton, celle que Pierre m'avait offerte pour mes 50 ans, et j'ai sorti ma robe Chanel noire. Classique, élégante, appropriée pour un dîner familial. Mes perles Mikimoto, celles que ma mère m'avait léguées, complétaient la tenue. J'étais prête à célébrer ma belle-fille, malgré son silence inexpliqué. Le taxi m'a déposé devant le restaurant à 19 heures précises. Il Convivio Troiani, un établissement raffiné près du Panthéon. Le genre d'endroit où l'on emmène les gens qu'on veut impressionner. J'ai reconnu le style d'Isabelle, grand, voyant, coûteux. En entrant, j'ai immédiatement repéré la table de 20 personnes au centre de la salle. Des ballons dorés, des fleurs blanches extravagantes, une décoration qui criait « Regardez-moi ». Et au centre, Isabelle, radieuse dans une robe rouge qui avait dû coûter plus que le salaire mensuel d'une secrétaire. Thomas m'a vu en premier. Son visage s'est figé, comme si j'étais un fantôme surgissant de nulle part. Il s'est levé, maladroit, renversant presque son verre de Barolo. « Maman, tu es venue. » 20 paires d'yeux se sont tournés vers moi. 20 visages exprimant la même chose, la surprise. Pas la joie, pas la chaleur d'une famille qui accueille sa matriarche. La surprise pure et simple.
Isabelle s'est levée lentement, son sourire parfait ne vacillant pas d'un millimètre. Martine! Quelle surprise! Elle a embrassé l'air près de mes joues, ses lèvres n'effleurant même pas ma peau. Nous ne t'attendions pas. Ces 5 mots ont résonné dans le restaurant comme une claque. Nous ne t'attendions pas. Moi, la mère. Moi, qui avais élevé Thomas seul après la mort de Pierre. Moi, qui avais payé ses études, ses premiers appartements, qu'il avait soutenu quand il avait lancé sa start-up qui avait fini par le rendre millionnaire. J'ai regardé la table. 20 chaises occupées. Aucune place libre. Pas même une petite chaise rajoutée au bout, comme on en met pour les invités de dernière minute. Rien. Oh, ai-je dit, ma voix restant parfaitement calme malgré la tempête qui grondait dans ma poitrine. Je vois. Thomas s'agitait, gesticulait vers un serveur. Nous allons ajouter une chaise, bien sûr. Ce n'est pas un problème. Mais c'était un problème. Un énorme problème. Pas la chaise en elle-même, mais ce qu'elle représentait. J'étais l'ajout. L'extra. Celle qu'on case au dernier moment par politesse. Non, Thomas. Ma main s'est posée sur son bras, ferme mais douce. Je ne veux pas déranger cette belle fête. Je vais rentrer à l'hôtel. Maman, reste. S'il te plaît. Mais Isabelle avait déjà détourné le regard, se remettant à rire avec ses invités, comme si je n'existais déjà plus. Thomas était tiraillé entre sa mère et sa femme, et nous savions tous les 3 qui allait gagner ce combat silencieux. Amusez-vous bien, ai-je dit en tournant les talons. Dans le taxi qui me ramenait à l'hôtel, regardant les lumières dorées de Rome défiler par la fenêtre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la mort de Pierre, une rage froide, cristalline, qui s'installait dans mes os comme un hiver précoce. Mais cette rage était différente. Elle n'était pas explosive, elle n'était pas destructrice. Elle était stratégique. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai ouvert mon MacBook. Oui, à 68 ans, je maîtrise parfaitement la technologie, merci beaucoup, et j'ai commencé à faire ce que je fais le mieux, ma recherche. Il m'a fallu exactement 47 minutes pour découvrir tous les détails de la grande fête d'Isabelle prévue pour le lendemain soir. Un gala de 300 invités à la Villa Giulia, avec vue sur les jardins de Borghese. Catering par Antonello Colonna, l'un des chefs les plus réputés de Rome. Décoration florale par Fiori di Lusso. Groupe live, photographe professionnel, ouverture de champagne Dom Pérignon 2008. Et l'organisation? Gérée par Evento Perfetto, une agence romaine que je connaissais par réputation. Professionnelle, mais pas exceptionnelle. Le genre d'agence qui impressionne les clients provinciaux mais qui plie sous la pression quand les vrais problèmes arrivent. J'ai souri pour la première fois depuis mon arrivée à Rome. Certaines personnes collectionnent les timbres. Moi, je collectionne les contacts. Mon premier appel a été pour Giuliana Rossetti, directrice de Evento Perfetto. Nous nous étions rencontrés 3 ans auparavant lors d'un congrès à Milan. Elle se souvenait de moi, on se souvient toujours de Martine Dubois. Martine, quelle surprise! Tu es à Rome? Oui, chérie. Et j'ai entendu dire que tu organisais une fête demain soir pour une certaine Isabelle Moreau. Ah oui, la française. Une femme particulière. Très exigeante. Elle change d'avis toutes les heures. Intéressant. Dis-moi, as-tu eu des problèmes avec tes prestataires récemment? Oh, Martine, ne m'en parle pas. Le traiteur menace d'annuler depuis ce matin. Apparemment, il y a eu un malentendu sur le menu. Et le fleuriste? Mon Dieu, le fleuriste. Il prétend qu'elle a insulté son assistante hier. Mes doigts tapotaient sur le bureau, calculant, analysant. Giuliana, ma chérie, que dirais-tu si je t'aidais à résoudre ces petits problèmes? Tu ferais ça? Mais pourquoi?
Disons que j'ai mes raisons. Mon deuxième appel a été pour Antonello Colonna. Nous nous étions rencontrés il y a 15 ans lors d'un dîner privé que j'avais organisé pour l'ambassadeur français. Il se souvenait de moi aussi. Dans ce métier, la réputation vous précède toujours. Martine. Ma cara. Comment vas-tu? Très bien, Antonello. J'ai entendu dire que tu avais quelques difficultés avec une cliente française. Un soupir exaspéré. Cette femme. Elle veut changer le menu complet à 24 heures de l'événement. Elle veut maintenant de la cuisine fusion asiatique. Asiatique. Pour un gala italien. C'est effectivement particulier. Dis-moi, te souviens-tu du dîner que nous avons organisé pour le ministre de la Culture en 2015? Bien sûr. Un triomphe absolu. Tes idées sur l'accord Mets-20 étaient géniales. J'ai une proposition pour toi, mon cher Antonello. Le troisième appel a été pour Marco Benedetti de Fiori di Lusso. Nous nous étions croisés lors d'innombrables événements. Il était en pleine crise de nerfs. Martine, que fais-tu à Rome? J'aide des amis avec un petit problème. Marco, j'ai entendu dire qu'une de tes clientes avait été difficile. Difficile? Cette femme a fait pleurer ma meilleure décoratrice. Elle a dit que nos roses étaient vulgaires et nos orchidées communes. 30 ans de métier, Martine, et jamais personne ne m'a parlé ainsi. Je comprends ton indignation. Dis-moi, as-tu encore les coordonnées de ce producteur de fleurs sauvages en Toscane dont tu m'avais parlé? À minuit, j'avais passé 14 coups de téléphone. 14 conversations courtoises, professionnelles, où j'avais simplement partagé des informations, suggéré des alternatives, offert des solutions. Le lendemain matin, en buvant mon cappuccino sur la terrasse de l'hôtel face au Panthéon, j'ai reçu le premier appel. C'était Juliana, et sa voix tremblait légèrement. Martine, il y a eu des développements. Oh? Raconte-moi. Le traiteur a annulé. Complètement. Il dit qu'il a reçu une offre d'un client plus important. Apparemment, l'ambassade de France organise un dîner surprise ce soir et ils ont besoin de lui en urgence. Bien sûr. J'avais peut-être mentionné à Antonello qu'un vieil ami à l'ambassade cherchait un traiteur exceptionnel pour un événement de dernière minute. Purement informatif, naturellement. Et le fleuriste? Parti aussi. Il dit qu'un de ses gros clients a eu une urgence familiale et qu'il doit livrer pour des funérailles importantes. Marco avait effectivement un gros client, moi, qui avait soudainement eu besoin de fleurs pour commémorer l'anniversaire de la mort de Pierre. Une demande émotionnelle qu'aucun fleuriste italien digne de ce nom ne pouvait refuser. Et le photographe? Sa mère est tombée malade. Il doit rentrer d'urgence à Naples. Curieusement, j'avais mentionné au photographe que je connaissais un excellent spécialiste de la santé des personnes âgées à Naples. Information utile pour quelqu'un qui s'inquiète pour sa mère. Et le groupe de musique? Leur matériel a été endommagé lors du transport. Ils ne peuvent pas jouer ce soir. Parfois, les entreprises de transport font des erreurs. Parfois, elles livrent le matériel à la mauvaise adresse. Parfois, cette mauvaise adresse est un entrepôt de l'autre côté de Rome, et il faut des heures pour récupérer l'équipement. Mon Dieu, ai-je dit, ma voix parfaitement choquée. Quelle série de malchance! Martine, tu n'aurais pas? Juliana s'est arrêtée. Elle était professionnelle. Elle comprenait le jeu. Je n'aurais pas quoi, chérie? Non, rien. C'est juste inhabituel. La vie est pleine de coïncidences, Juliana. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Madame Moreau arrive dans 2 heures pour les derniers réglages. Je n'ai plus rien à lui proposer. J'ai bu une gorgée de cappuccino, regardant les touristes se presser autour du Panthéon.
Tu sais, j'ai quelques contacts à Rome. Si tu veux, je peux t'aider à trouver des solutions de dernière minute. Tu ferais ça, après tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Juliana? Des prestataires ont eu des imprévus. C'est le métier. Nous, les professionnels, nous nous serrons les coudes dans ces moments-là. À 15 heures, j'étais assise dans le hall du grand hôtel de la Minerve quand Thomas a fait irruption, le visage rouge, la chemise froissée. « Maman, il faut que tu m'aides. »« Bonjour, mon chéri. Tu as l'air stressé. Veux-tu un thé? » La fête d'Isabelle. Tout s'effondre. Le traiteur, les fleurs, la musique, tout. Elle est en pleine crise de nerfs. J'ai posé ma main sur la sienne, cette main que j'avais tenue quand il faisait ses premiers pas, quand il avait eu sa première chagrin d'amour, quand son père était mort. « Thomas, raconte-moi tout. » Il s'est effondré dans le fauteuil en face de moi, et pendant 20 minutes, il m'a raconté la catastrophe. Chaque prestataire qui annulait. Chaque excuse qui tombait. Chaque larme d'Isabelle qui coulait. Elle dit que c'est un complot. Que quelqu'un sabote sa fête. Mais qui ferait ça? Et pourquoi? J'ai regardé mon fils, cet homme de 42 ans qui était redevenu un petit garçon perdu, et j'ai ressenti un pincement au cœur. Mais pas assez pour m'arrêter. Thomas, parfois les choses arrivent. Les affaires, c'est compliqué. Les gens ont des priorités, des obligations. Mais tu connais du monde, maman. Tu as organisé des événements pendant des années. Tu ne peux pas faire quelque chose. Et voilà. Finalement, il se souvenait de moi. Finalement, j'existais de nouveau. Mais seulement quand ils avaient besoin de moi. Mon chéri, je suis à la retraite depuis 5 ans. S'il te plaît, Isabelle, elle compte tellement sur cette fête. Elle a invité tous ses amis de Paris, sa famille, ses collègues. Si c'est un désastre, elle ne s'en remettra jamais. Je me suis levée lentement, lissant ma jupe. Thomas, veux-tu que je sois honnête avec toi? Oui. Hier soir, je suis venue au restaurant pour célébrer l'anniversaire de ta femme. Ma belle-fille. La mère de mes futurs petits-enfants, j'espère. Ma voix était calme, mesurée. Il n'y avait pas de place pour moi à cette table. Il a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai arrêté d'un geste. Non, laisse-moi finir. Il n'y avait pas de place parce que personne n'avait prévu que je vienne. Personne ne m'avait invité. Officiellement. Maman? Tu m'as dit de venir, Thomas. Toi. Pas ta femme. Et quand je suis arrivée, elle a dit, nous ne t'attendions pas. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air élégant du hall d'hôtel. Alors maintenant, tu me demandes d'aider cette même femme qui ne m'attendait pas. Thomas s'est figé. Pour la première fois, je voyais qu'il comprenait. Vraiment comprenait. Tu as fait ça? Toutes ces annulations. Thomas, je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai menacé personne. Je n'ai forcé personne. J'ai ajusté mes paires, un geste que je faisais toujours quand je terminais une négociation importante. J'ai simplement parlé à des collègues. Offert des alternatives. Partagé des opportunités. Mais pourquoi? Parce que, mon fils, quand on efface quelqu'un de sa propre famille, il faut s'attendre à ce que cette personne se souvienne qu'elle existe. Il s'est levé, marchant vers la fenêtre qui donnait sur la place. Qu'est-ce que tu veux? Que je divorce? Que Isabelle s'excuse? Je ne veux rien, Thomas. C'est déjà fait? Ce soir-là, j'ai dîné seul sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil transformer le dôme du Panthéon en or liquide. Mon téléphone a sonné plusieurs fois, Thomas, puis Isabelle, puis Thomas encore. Je n'ai pas répondu. À 22 heures, on a frappé à ma porte.
C'était Thomas, seul, l'air épuisé. Elle pleure depuis des heures, a-t-il dit sans préambule. Entre. Il s'est assis sur le canapé de ma suite, tête dans les mains. Tous ses invités sont arrivés de Paris. Ils sont à l'hôtel, ils attendent. Elle ne sait pas quoi leur dire. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quoi? Vas-tu lui dire que ta mère, cette femme que tu as appelée en panique pour sauver la situation, était celle qu'elle a humiliée hier soir? Il a levé les yeux vers moi. Tu veux que je lui dise que c'est toi? Je veux que tu sois honnête avec ta femme sur qui je suis dans votre vie. Suis-je la mère importune qu'on case au bout d'une table? Ou suis-je la femme qui a élevé l'homme qu'elle aime? Nous sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes. Au loin, on entendait la circulation romaine, les éclats de rire des touristes, la vie qui continue. Je vais lui dire, a-t-il finalement murmuré. Non, Thomas. Ne lui dis rien. Il m'a regardé, confus. Ce qui s'est passé ce soir restera entre nous. Mais ce qui s'est passé hier soir au restaurant, ça, c'est quelque chose qu'Isabelle et toi devez résoudre ensemble. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises tranquillement. Mon vol partait à 14 heures. J'avais rendez-vous à 15h30 avec maître Bertrand, mon notaire, dans son bureau du 8e arrondissement. Thomas m'a appelé pendant que j'attendais mon taxi. Maman, on peut se voir avant que tu partes. Je suis déjà parti, mon chéri. Maman, je suis désolé. Pour hier soir. Pour tout. Thomas, est-ce que tu sais pourquoi ton père et moi avons choisi de mettre notre argent dans l'immobilier plutôt qu'à la banque? Non, pourquoi? Parce que l'immobilier, ça se transmet. Ça a du sens. Ça aide les gens à construire leur avenir. J'ai regardé par la fenêtre du taxi les collines de Rome qui défilaient. Ton père voulait que notre argent serve à quelque chose de beau après notre mort. Maman, de quoi tu parles? Je parle de l'héritage, Thomas, de ce que nous laissons derrière nous. Dans l'avion pour Paris, j'ai ouvert mon carnet, celui en cuir rouge que Pierre m'avait offert il y a des années, et j'ai commencé à écrire. Pas des notes sur l'événement que je venais de saboter. Pas une lettre de reproche à mon fils. Non, j'écrivais quelque chose de complètement différent. J'écrivais le projet d'une fondation. Chez maître Bertrand, 3 heures plus tard, j'ai signé les papiers qui transformaient l'héritage de Thomas, 2 millions d'euros en biens immobiliers et placements, en dotation pour la Fondation Pierre et Martine Dubois pour les jeunes talents culinaires. Madame Dubois a dit maître Bertrand, vous êtes certaine de cette décision? C'est irréversible. Maître, j'ai 68 ans. J'ai vécu une vie pleine, j'ai aimé un homme merveilleux, j'ai élevé un fils. Maintenant, je veux que mon argent aide de jeunes gens à réaliser leurs rêves dans la cuisine, cet art qui rassemble les familles, qui nourrit les âmes, qui crée de la joie. Et votre fils? Mon fils a réussi sa vie professionnellement. Il n'a pas besoin de mon argent. Il a besoin de comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. 6 mois plus tard, j'ai reçu une invitation gravée sur papier épais. Thomas et Isabelle organisaient un dîner intime pour leurs amis proches. 24 personnes, précisait l'invitation. Et en post-scriptum, écrit à la main par Thomas, « Maman, ta place t'attend. » Mais j'avais d'autres projets ce soir-là. C'était l'inauguration de la première cuisine pédagogique de ma fondation dans un centre social de Belleville. 16 jeunes entre 18 et 25 ans, venus des quartiers populaires, allaient commencer leur formation de cuisiniers professionnels. En coupant le ruban rouge devant les fourneaux flambant neufs, entouré de ces visages jeunes et pleins d'espoir, j'ai pensé à Rome, à cette soirée où j'avais découvert ma propre disparition de ma famille. Mais je n'ai pas pensé à la vengeance. J'ai pensé à la renaissance. Car voyez-vous, la plus belle des revanches n'est pas de détruire ce qui nous a blessés.
c'est de construire quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus important que la petitesse qui nous a fait mal. Thomas a fini par comprendre. Il m'appelle maintenant tous les dimanches. Isabelle aussi, parfois. Ils viennent même aux événements de la fondation. Elle fait des efforts, je fais des efforts. C'est comme ça que les vraies familles fonctionnent. Mais je n'ai jamais regretté cette soirée romaine. Cette soirée où j'ai rappelé à ma belle-fille et à mon fils que l'effacer quelqu'un, c'est prendre le risque qu'elle se souvienne qu'elle existe. Et parfois, quand elle se souvient qu'elle existe, elle découvre qu'elle peut créer des miracles. Aujourd'hui, la Fondation Pierre et Martine Dubois a formé plus de 150 jeunes cuisiniers. Certains travaillent dans des restaurants étoilés. D'autres ont ouvert leurs propres établissements. Tous savent qu'ils doivent leur chance à une femme de 68 ans qui a choisi de transformer sa colère en espoir. Et moi, je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Parce que j'ai découvert qu'on peut perdre sa place à une table familiale et retrouver sa place dans le monde. La plus douce des vengeances, c'est de prouver que notre existence a du sens. Pas par la destruction, mais par la création. Pas par la colère, mais par l'amour. Même si cet amour, parfois, doit commencer par nous rappeler à nous-mêmes que nous méritons d'exister.